Tu as vu l'introduction? Oui, c'est très. Dieu qui avait Frédéric Joliot-Curie. Oui. Professeur Obenga, pourquoi avons-nous l'impression que les Noirs n'ont jamais rien inventé? Oui, vous le dites si bien, c'est une impression. Oui, mais cette impression nous vient des ouvrages qui signifient que l'Afrique n'a rien inventé au plan scientifique strict. C'est une impression, mais cette impression est fausse. D'ailleurs, aujourd'hui, on reconnaît que l'Afrique a une longue tradition scientifique. Parce que la science, il faut d'abord qu'on définisse aussi ce qu'on attend par la science ou l'esprit scientifique. D'abord, la science, c'est quand vous avez un problème pratique, il faut trouver une solution à un problème pratique. Vous voulez traverser un cours d'eau immense, profond et tumultueux, aller d'une rive à une autre rive. C'est un problème difficile, un problème de mathématiques, un problème difficile. Et il faut trouver une solution. Voilà les mathématiques. C'est à la fois abstrait et concret. Donc, abstrait, il faut raisonner. La rivière est longue, la rivière est immense. Comment faire pour aller de l'autre rive? Il faut réfléchir. Et quand vous trouvez, vous pouvez flotter sur l'eau, aller de l'autre rive et revenir avec un tronçon d'arbre qui ne va pas aller dans l'eau. C'est une solution parfaite et définitive. C'est ça la science. Vous avez un problème difficile, il faut le résoudre en trouvant une solution définitive et parfaite. Il n'y a pas deux solutions. Vous ne pouvez pas traverser le cours d'eau, aller d'une rive à une autre, à moins d'aller dans les airs. Mais si c'est sur l'eau, il faut trouver un moyen qui fasse que vous n'allez pas tomber dans l'eau. Vous avez une pirogue et ça traduit toute la poussée d'Archimède, ça traduit beaucoup de choses, voyez-vous. Donc c'est ça les mathématiques, c'est à la fois abstrait, à la fois concret et devant un problème difficile à résoudre. Or les Africains ont eu des problèmes difficiles à résoudre. La pluie, les orages, les tonnerres. Ils ont les tonnerres. Alors moi, dans ma famille, j'ai le petit frère de mon père, sait comment faire détourner la foudre, ce qu'on appelle paratonnerre. Je ne sais pas comment il faisait, mais il détournait, on n'était jamais foudroyé. Ça tombait au fromager à côté ou au palmier à côté, mais jamais chez nous. Il détournait la foudre. Il avait une espèce de paratonnerre pour détourner la foudre. On ne sait pas trop comment. Il y a plusieurs techniques. Il avait peut-être sa technique. Et comme il est mort, on ne sait plus trop comment il faisait, mais il détournait la foudre carrément. C'était tellement visible que on a vu ces choses-là dans l'enfance. Pour attraper le poisson court dans l'eau. Il faut l'attraper. Il y a plusieurs techniques. Il y a les nasses, il y a la meçon, il y a la paille. Il faut attirer le poisson, il faut le nourrir, il faut l'attraper. Mais ce n'est pas au hasard. C'est une technique. C'est une science appliquée en fait. C'est une science appliquée. Et les poteries, la même chose. Vous voulez transporter l'eau de la rivière au village pour ne pas aller tous les jours. Faites un grand pot, donc il ne va pas... Mais il faut imaginer que si on le met dans tel vase, il va s'écouler. Il faut le mettre dans un vase qui a telle forme et qui est travaillé pour ne pas que l'eau ne suinte, ne coule et que l'eau soit fraîche. En Afrique, il fait tellement chaud. Mais dans les villages, on boit toujours l'eau fraîche. Parce que les poteries, ça contient l'eau. L'eau ne s'échappe pas des poteries. En même temps, les poteries rafraîchissent l'eau qu'on boit en pleine chaleur équatoriale. C'est pratique, c'est pas... les gens qui faisaient ça n'optaient pas de formule. Mais alors, il y avait un problème. Il fait chaud. Il ne faut pas boire chaud. Il faut boire frais ou froid. Alors comment faire? Mais la poterie nous permet de boire frais en tout cas. En pleine chaleur équatoriale. Donc, ces choses-là, c'est comme ceci, quoi. Quand vous avez un problème, les Africains, comme tous les peuples de la Terre, comme les Esquimaux, comme les peuples qui vivaient au bord des volcans, comme ceux qui vivaient sous la neige, dans la neige en permanence, etc. Mais chaque peuple trouve la solution sur l'environnement. Et cette solution, d'abord,
un travail neuronal, d'abord un travail de votre cerveau. Et ensuite, vous trouvez une solution concrète et définitive. Et je crois que la science, c'est un peu ça, c'est pas autre chose. Hein. Dans votre ouvrage, La géométrie égyptienne, vous l'avez sous-titré Contribution de l'Afrique antique à la mathématique mondiale. C'est pour replacer l'Égypte dans son berceau africain? Oui, ça dit que quand on fait la science, par exemple l'imprimerie, la soie, le papier, des choses de ce genre-là, bon, il ne faut pas que ça reste aussi en vase clos. Hein. Aucun peuple n'est réellement en vase clos, même dans la forêt équatoriale. On communique avec les autres, on échange, on reçoit, on donne, etc. Donc l'Afrique a développé une science, mais n'est pas restée en vase clos. Et notamment la vallée du Nil, l'Égypte antique, a développé des sciences, mais n'est pas restée en vase clos. Les gens qui n'avaient pas ces sciences se sont rendus en Égypte pour les apprendre. Donc c'est une contribution. Donc, on ne peut pas être... la science ne se fait pas en vase clos. La science se fait, une fois que c'est trouvé, ça devient patrimoine de l'humanité. Voilà pourquoi tous les Grecs, tous les savants grecs, les premiers savants grecs, ont tous été en Égypte sans exception. Et en particulier le premier d'entre eux, Thalès, qui a été en Égypte à apprendre les sciences qu'on lui reconnaît. Donc, voilà pourquoi j'appelle ça contribution. Contribution. Aujourd'hui, la même chose. Les Noirs africains contribuent dans la physique, dans la médecine, dans la chimie, dans l'astronautique, dans la biologie, la médecine, dans les sciences, aujourd'hui même. Bon. Les Chinois contribuent, les Indiens contribuent, les Américains, tous les Africains, tous les peuples de la Terre contribuent au patrimoine scientifique moderne. Donc c'est une fausse image de croire que la science appartient à quelqu'un. Il y a des peuples qui n'ont jamais d'ailleurs rien inventé. Strictement rien. Qui ont tout reçu. C'est le cas typique de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne n'a strictement rien inventé. Ce qu'on appelle invention scientifique. Mais rien, zéro. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Si c'est l'écriture, on dit quand même, l'écriture grecque, le grec est écrit. Mais la première chose à inventer, c'est d'inventer au moins son écriture. L'alphabet grec n'est même pas grec. Non seulement les lettres, même les noms des lettres. Quand vous dites bêta, ce n'est pas un mot grec. Alpha, bêta, gamma, delta, etc. Ce ne sont pas des mots grecs. Alpha, c'est pour Aleph, sémitique. Bêta, c'est pour bête, sémitique, veut dire maison. Gamma, c'est guimel, etc. Delta, c'est dalé, etc. Les Grecs n'ont pas inventé l'alphabet. Ça suffit, on peut s'arrêter là. Ils n'ont pas inventé l'alphabet grec, les Grecs. Alors que tout le monde croit que l'alphabet grec est une invention autochtone des Grecs. Non, ils ont reçu ça. Ils ont reçu ça des Phéniciens. Et les Phéniciens eux-mêmes de l'Égypte antique. Ils le reconnaissent, même les Phéniciens. Même si aujourd'hui on y... Ils n'ont pas inventé donc l'écriture, c'est important. Ils n'ont pas inventé l'écriture. Ils n'ont pas inventé même ce qu'on appelle la philosophie grecque. Parce que même le mot philosophie, il y a deux composantes là. Philo, et puis Sophie, Sophia, la sagesse. Philosophe, le zoph là. C'est un mot composé. Mais dans les deux cas, la langue grecque, la langue indo-européenne n'explique pas le mot philo. Ce n'est pas une racine grecque, et indo-européenne même. Et Sophia, ce n'est pas une racine grecque. C'est un mot étranger dans la langue grecque. C'est formel. Tous les dictionnaires étymologiques vous le diront. Mais ceux qui ne diront pas, c'est que ce mot peut venir d'où? Moi, je crois qu'il vient de l'Égypte. Parce qu'enseigner en Égypte, se dit à peu près de la même chose que Sebo, Seba, etc. Il suffit que le B devienne le feu, ce qui est très courant. Donc on a la philosophie. Enfin bref, même le mot philosophie n'est pas un mot grec. N'est pas un mot d'origine grecque. Regardez les dictionnaires d'étymologie de Chantraine. C'est clair, c'est dit comme ça. C'est pas un mot. Même la philosophie, alors que tout le monde croit que la philosophie est grecque. Ils ont philosophé, bien philosophé, mais le mot philosophie, dans ces deux parties, n'est pas un mot grec. Et oui, c'est pas un mot grec. Quant aux mathématiques, le premier d'entre eux, on disait que Thalès est un savant, mais les Grecs disaient qu'il se prétend être savant, mais le peu qu'il sait, il a appris de l'Égypte.
Et voilà ce qu'il disait de Thalès. Les mathématiques, c'est-à-dire, etc. Et même la philosophie elle-même, non seulement le mot, mais la philosophie, c'est-à-dire une notion, un mot banal comme l'eau qu'on boit. Mais la philosophie fait de l'eau le principe de l'explication de tout l'univers. Ce n'est plus l'eau qu'on boit, c'est l'eau comme principe des commencements, principe des origines, principe originel. Voilà. Et ça, on trouve ça où l'explication de dire que l'eau, c'est le nom égyptien, qui est l'incréé et qui est le lieu de tout l'univers, de tout le cosmos. Cette idée très puissante. Parce que philosophes sur l'air, non? Ils ont philosophie sur l'air, sur l'eau, sur l'indéfini, sur des choses comme ça. Mais ces choses concrètes sont devenues des notions abstraites en philosophie. Mais le premier, c'est en Égypte. Parce que le noun, ce n'est pas l'eau qu'on boit. C'est pas l'eau qu'on boit. Ainsi de suite. Vous voyez bien que y a des peuples qui n'ont rien inventé, qui ont tout reçu, etc., qui ont fait ça. La même chose au Rome, ils n'ont rien inventé. La même chose, etc. Tant d'autres choses. Les inventions européennes commencent réellement à partir des temps modernes, mais avant, ils n'ont rien inventé non plus en Europe. Ils n'ont pas inventé. Tout le monde croit que la pomme de terre est originaire d'Europe maintenant. Même les Français, ils ne savent pas d'où vient la pomme de terre. Ce n'est pas un produit d'ici. Ce n'est pas un produit européen, la pomme de terre. C'est un produit mésoaméricain. Tu vois, et tant d'autres choses, c'est la pomme de terre et toutes ces choses-là. Et tout le monde croit que la pomme de terre est originaire de la France maintenant. Faites un concours, tout le monde dira que mais on a toujours cultivé la pomme de terre. Mais autrefois, ils ne mangeaient pas la pomme de terre, c'était pour les animaux et tout le monde avait peur de manger la pomme de terre. Ici, en France, on ne mangeait pas la pomme de terre, on donnait aux porcs, aux bêtes, des choses de ce genre. On n'était pas confiant. Maintenant, tout le monde réclame les frites. Professeur Mbenga, pensez-vous que l'esprit scientifique a aujourd'hui déserté l'Afrique? Aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Non, l'esprit scientifique n'a pas déserté parce que pendant la colonisation des Africains, que ça soit, ou même pendant l'esclavage, des Africains qui ont eu la chance d'apprendre à lire par eux-mêmes, ou l'école, ou par des maîtres, ou par la colonisation, ont fait quand même des preuves dans les sciences pures, les sciences exactes. Au XVIIIe siècle, un noir américain était le plus grand mathématicien du monde. Il était venu même en Europe, on l'a célébré. C'était un noir américain, du XVIIIe siècle, le plus grand dans l'arithmétique au monde, à l'époque reconnu en tant que tel, par tout l'Europe savante. C'était un noir américain, un noir pur. Donc, au fond, on n'a pas abandonné l'esprit scientifique. Et puis aujourd'hui aussi, de nos temps, on n'abandonne pas l'esprit scientifique, mais vous trouvez les Africains, ils sont à Polytechnique, pour ne parler que de la France, ils ont intégré Polytechnique, ils ont intégré Normal Sup, ils enseignent les mathématiques à Centrale, ils sont dans le commissariat d'énergie atomique, des Noirs travaillent là-bas, pas pour balayer les salles, mais pour diriger des laboratoires et diriger des équipes de recherche. Et vous, les Noirs, ils viennent de l'Afrique noire, etc. Donc l'esprit scientifique n'a pas abandonné. Il y a beaucoup de Noirs mathématiciens de grand niveau. Il y a beaucoup de Noirs qui participent à la conquête de l'espace. Le Malien Diarra, il est à la NASA, il participe à la conquête de l'espace, il fait des grands calculs mathématiques. Donc les Noirs, il suffit qu'il y ait des conditions d'apprentissage, de respect, de confiance, pour que les Noirs épanouissent leur génie. Vous avez Cheikh Anta Diop, il a maîtrisé à l'époque, en 1948, personne ne lui dit, personne ne connaît. Il fait la physique nucléaire avec Julio Curie. Qui lui a dit, qui on ne connaît pas. À la même époque, Abdou Moumouni est agrégé de physique ici à Paris. Et à l'époque, il est docteur en sciences de l'université de Moscou en même temps.
Et donc il a fait deux, il a étudié la physique ici à Moscou, à Paris, et puis il a fait le doctorat en sciences physiques à Moscou. Et il est celui qui a voulu faire, qui a tiré l'eau, les énergies solaires, l'application des énergies solaires au Niger. C'est Abdou Moumouni qui a fait ça. Il y a des savants partout, au Zimbabwe, au Malawi, en Afrique du Sud, dans la génétique. La médecine est très développée de façon brillante en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Très développée. L'école de médecine de Côte d'Ivoire est l'une des grandes écoles de médecine dans le monde aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas fiers de ce que nous disons, de nous-mêmes, mais c'est des grands-mères. À Ibadan, n'en parlons pas. Ibadan a développé une grande école de médecine pour lutter contre le cancer, même selon la pharmacopée africaine traditionnelle. Il y a des choses extraordinaires qui se font. L'esprit désertique n'a pas déserté l'Afrique. On participe à la théorie, on participe à l'application. Mais c'est que les Africains ont beaucoup de brevets. Ils ont fait beaucoup d'inventions. Les feux rouges, les ceci, les grenades du coton, mais beaucoup de choses, le soja. Ils ont fait beaucoup d'inventions, les Africains. Mais c'est nous-mêmes qui ne connaissons pas et ce n'est pas enseigné parce que nous avons une image du noir qui est une image d'un type arriéré, primitif, stupide. Ce qui est bon pour lui, c'est le sexe et la sexualité. Oui. Encore que là aussi, ce n'est pas ce qu'il pense, c'est même divin. Ah oui, c'est même divin, la sexualité. L'expression de son corps dans la danse, dans la musique, l'épanouissement corporel, la beauté du corps, le traitement du corps. Maintenant, l'Europe découvre ça comme une découverte du XXe siècle, de nos jours même. Ils sont en retard. Or, les Africains célébraient d'abord le corps humain depuis longtemps. Non seulement ils l'ont célébré, ils l'ont préservé par la momification. La momification. En Europe, on a fait la momification aussi des rois. Louis XIII, Louis XIV ont été momifiés aussi, mais mal momifiés. C'est-à-dire quand ces rois étaient morts, on leur faisait l'autopsie, on enlevait les boyaux, les viscères, les rats et toutes ces choses-là, on mettait dans des bocaux, y compris le cœur, et puis on les mettait dans du sel, on les momifiait, les bandats, mais ça ne réussissait pas. Et puis on les enterrait à Saint-Denis, là où on enterre les rois de France, à Saint-Denis. C'est la révolution Robespierre qui les a fait enlever de là. Mais ils n'ont pas réussi à faire la momification. Or aujourd'hui, vous pouvez voir le corps de presque tous les rois de l'Égypte et les reines toucher leur corps. Mais maintenant, ça c'est plus bien parce qu'on les a enlevés de là où ils étaient. Toutankhamon est resté combien de siècles? Ramsès est resté combien de siècles? Là où ils étaient. Mais quand on les a enlevés, il faut bien les soigner à Paris, quelque chose comme ça. C'est ça que la momification était réussie, là où ils étaient. Mais quand vous les enlevez, vous mettez dans l'air pollué de la civilisation moderne, alors ça ne tient plus. Mais ils ont momifié mieux que les Chinois. Parce que Mao Tse-tung, de temps en temps, il faut lui enlever les champignons. Je crois qu'on va même l'enterrer pour de bon. Et la momification des tsars, enfin des communistes, là, de Lénine, Staline et tous ces gens-là, ce n'est pas des momifications réussies. Il faut l'entretien permanent. Or, on n'a jamais entretenu aucune momie pharaonique. C'était définitif. Est-ce que ce n'est pas la science? Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Et tant d'autres choses. La science, comme j'ai dit, c'est qu'il faut avoir un problème, il faut trouver la solution définitive. Pas deux solutions, mais l'unique. Vous ne pouvez pas traverser un cours d'eau profond par la nage. C'est une mauvaise solution. Un crocodile peut vous manger, peut vous noyer. Vous ne pouvez pas traverser un cours d'eau en marchant sur l'eau. Vous ne ferez même pas 2 mètres. Vous serez noyé. Bon, il faut trouver une pirogue, c'est-à-dire un canot. Alors on peut mettre ça par vapeur, mais les bateaux c'est des pirogues avec des moteurs, je ni plus ni moins. Alors ça va plus vite, on ne pagaille plus le tout, c'est comment manœuvrer. Ça là c'est tout, c'est la manœuvre qui change. Mais le principe c'est qu'on traverse.
Celui qui a trouvé ça, la navigation, c'est le principe de la navigation sur l'eau. C'est ça le principe, naviguer sur l'eau. C'est ça le principe. Et puis, une fois qu'on a trouvé, on peut avec l'électricité. Il n'y avait pas d'électricité en Grèce. Ils naviguaient aussi avec les rames, comme en Égypte, ils faisaient comme. Oui, donc, la science, c'est ça. Un problème, une solution, la meilleure solution possible, définitive possible, etc. Comment expliquez-vous alors que l'Afrique actuelle ne profite pas de toutes ces connaissances passées? Oui, c'est un peu. Il faut voir les contextes. Quoi. Les contextes sont ceux-là. C'est que c'est lié à beaucoup d'autres choses, au développement. Tu vois. Aujourd'hui, on peut imaginer le développement suivant, par exemple en Europe, ou aux États-Unis ou en France. Le développement se fait comme ceci. Vous avez quand même conscience de votre nation, de votre milieu culturel, de votre peuple. C'est le peuple français qui est là, qui lutte, qui vit, etc. Et les hommes politiques ont conscience de ça. Ils sont en rapport, ils connaissent le peuple, ils veulent travailler pour lui, le peuple. Ensuite, il faut vouloir, il faut vouloir faire quelque chose. Parce que les choses ne viennent pas comme ça. C'est une décision mûrie qui fait qu'on fait des choses. Il faut savoir décider, mais pour décider bien, au nom d'un idéal, il faut d'abord avoir confiance en soi-même. Avoir confiance en soi-même, qu'on n'est pas minable, qu'on n'est pas pauvre diable, qu'on peut faire des choses, etc. Savoir s'assumer, avoir confiance. Une fois que cette psychologie existe, la psychologie existe, est déterminante, un environnement mental existe, psychologique, ensuite, vous avez les problèmes de transport, les problèmes de communication, les problèmes de nourriture, les problèmes de travail, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes de loisirs, etc., etc., etc. Bon. Ces problèmes-là, il faut leur trouver des solutions, mais des solutions réfléchies, des solutions planifiées, des solutions, etc. Il faut donc épingler ces problèmes, il faut nommer ces problèmes et dire que je vais les résoudre. Ensuite, pour les résoudre, vous avez quand même besoin de vos cadres, de vos techniciens, de vos cadres, puisque vous avez formé des cadres. Vous avez une élite, vous avez besoin de vos paysans, de vos ouvriers, de vos cadres pour résoudre certains de ces problèmes-là. Vous avez besoin de votre peuple, des cadres. Vous faites confiance aux cadres, vous les payez bien, vous les traitez bien, vous leur faites confiance, vous les jugez, vous leur faites la promotion, vous les blâmez, vous faites ceci. Mais il faut faire avec des cadres. La France ne peut pas se faire avec des cadres anglais ou allemands. Ces cadres viennent de l'école nationale d'administration de l'ENA. Ils ne viennent pas d'Italie. Voyez-vous. Ensuite, quand vous avez des cadres et tout, il faut mettre les moyens. C'est-à-dire l'argent. Il faut mettre les moyens, non seulement les moyens humains, mais les moyens financiers, les moyens matériels en jeu. Parce que ces problèmes-là, il faut construire, il faut bâtir les écoles, bâtir les hôpitaux, bâtir des routes, il faut faire les voies de communication, les télécommunications. Il faut donc investir, en gros, selon un programme. Investir sur une certaine rentabilité aussi, donc une certaine rigueur dans la gestion, une certaine... éviter le plus possible la corruption, etc. Bon, et puis essayer de mettre aussi les acquis. Ces problèmes ont été résolus. Bon, c'est pas la peine de recommencer à zéro. Donc on profite des acquis scientifiques, techniques de l'humanité. On profite des acquis. Ça a déjà été résolu. Bon, ça a déjà fait comme ça. Les autres ont fait comme ça. Ils ont échoué pour faire leur barrage. Nous, on doit faire comme ceci. Bon, on a des ingénieurs qui peuvent étudier la puissance d'un cours d'eau, comment faire le barrage, où le faire, quelle est sa rentabilité, comment on va l'utiliser l'électricité à partir d'un barrage, etc. Bon, comment éduquer aussi les gens, le peuple, les enfants, les ouvrir avec des programmes aussi, des programmes qui soient utiles pour eux, hein, et non répéter les programmes d'un autre peuple, tu vois, etc. Bon, en même temps s'ouvrir au monde, on n'est pas en vase clos, etc. C'est ça qui fait que l'Afrique
L'Afrique politique se méfie de ses cadres. Bon, il croit que l'aide va suffire. Bon, on ne planifie rien strictement. On ne fait pas confiance même à la technologie, au savoir moderne. Mais dans ces conditions, comme vous voulez développer, on ne peut pas se développer. Tu vois? Donc, au fond, le développement, il faut une tête, il faut un leadership, il faut un gouvernail, il faut pour faire profiter de tous ces acquis et travailler. C'est comme ça qu'on fait de tous les pays de la Terre. Hein. Mais les Africains croient que un autre peuple va travailler, hein, et puis on va leur donner le développement. Restez tranquille, dansez au tam-tam, et puis nous on va faire pour vous, hein, et puis vous serez heureux. S'ils font comme ça, c'est plutôt le contraire, vous serez plus exploité, plus malheureux, parce que vous ne contrôlez pas vos ressources, vos matières premières, vos mines, vos diamants, votre cuivre, votre colbate, l'uranium, ce n'est pas contrôlé. Alors, un autre prend ça pour son propre développement. Bon, s'il est généreux, il vous donne quelques miettes, et nous sommes heureux de recevoir ces miettes-là. Bon, vous comprenez que... moi, je crois qu'on blâme aussi les autres, mais c'est les Africains eux-mêmes. C'est les Africains eux-mêmes qui ne lisent pas. Il faut lire la situation. Il n'y a pas de fatalité, il faut lire la situation. Tout le monde a subi des coups durs. Hein? Les guerres, il y a eu beaucoup de millions de Juifs. Parlons d'Israël. Beaucoup de Juifs ont été morts. Ils n'avaient pas de patrie, ils n'avaient rien. Mais le fameux Israël, c'est depuis 1948 ça existe. Hein? Beaucoup d'Africains étaient déjà nés là. Mais moi j'étais déjà né. 1948 qu'on a fait Israël. Un petit pays de rien du tout. Mais tout de suite on leur a doté de belles universités, tout de suite. Hein? De haut niveau. Et on leur a doté aussi la puissance nucléaire. Ils ont les armes nucléaires, ce petit pays. Hein? Et puis après, mais tout ce qui ont fait ça, c'est les Juifs du monde. C'est la décision politique. C'est la confiance au cadre. C'est la peur d'être encore détruit par l'histoire. D'être détruit encore par les gens. Or, nous, on n'a pas peur qu'on sera encore détruit un jour. Il faut avoir cette peur. Mais on ne peut pas vivre sans peur. Je veux dire là, sans angoisse. Parce qu'il faut craindre qu'on soit encore vendu comme esclave. Il faut craindre qu'on soit encore colonisé. Le monde est ce qu'il est. Il se fait en fonction des intérêts. Il faut craindre qu'on soit... mais les esclaves, les Arabes ont vendu les Noirs. Ils ont fait l'esclavage. Tous les Blancs de la terre en Europe, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Français, les Hollandais, n'en parlons pas, surtout les Hollandais, les Anglais, mais tous ils ont fait l'esclavage. Et l'esclavage leur a donné l'argent pour faire le développement industriel, les chemins de fer, les banques. C'est la révolution industrielle. Tu vois? Après, ils ont aboli. Quand on n'a plus besoin de l'électricité maintenant, ça devient lourd. On a aboli, pas par plaisir, mais parce que ce n'est plus utile. Tu vois? Et aux États-Unis, c'est la même chose. Pendant 4 siècles, tu travailles pour quelqu'un, mais l'esclavage, ce n'est pas travailler dur. C'est pas ça l'esclavage. Aujourd'hui, les gens travaillent dur, vous ne sont pas esclaves. L'esclave, c'est que tu travailles, tu n'as pas un seul sens. Oui, tu n'as pas de salaire. Tu n'es pas payé, c'est un travail gratuit pendant 4 siècles. Tu coupes la canne à sucre gratuitement, tu fais le coton gratuitement, tu fais le café gratuitement, et si ça me plaît, je te vends à un autre. Donc, tu ne payes pas quelqu'un et tu le vends ou tu l'achètes. Un être humain qui est au rang d'un cheval ou d'un bœuf, pas plus. Tu vois? Et c'est ça. Un blanc fait l'amour avec une esclave, le blanc ne reconnaît pas que l'enfant là est son propre sang. Il doit suivre la condition de sa mère esclave. Une femme blanche fait l'amour avec un noir esclave, la femme blanche ne reconnaît pas le sang. Ton propre sang, tu le nies. Voyez-vous? Alors nous, on n'a pas peur de l'histoire. On n'a pas peur. On croit que les choses... Mais il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de confiance entre les peuples, entre les races aujourd'hui. Il faut voir
les intérêts Israël et tout, c'est le même peuple. Ils sont tous d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais regarde comme ils se canardent, ils se tuent tous les jours. Tu vois? Les 8, qu'est-ce qu'ils font? Les banques mondiales, qu'est-ce qu'ils font? Le Fonds international. Tu as déjà vu une banque se développer pour quelqu'un? Une banque fait l'argent pour elle-même. Et on te prête bon, l'argent, ils envoient leurs experts avec cet argent-là. À la fin, tu as des dettes, tu ne peux plus payer. Donc, nous avons colonisation. On a traite négrière, travail gratuit en tant qu'esclave, colonisation. Et puis, on est maintenant, on doit des dettes. Tous les États africains sont endettés. Mais écoutez, mais vous ne réfléchissez pas. Esclaves pendant 4 siècles, colonisés pendant un siècle, divisés à Berlin. Les zones d'influence, les bases militaires, les zones culturelles, francophonie, anglophonie, lusophonie, toutes ces choses-là. Bon. Des dettes après 50 ans d'indépendance. Aucun État ne peut payer les dettes. Mais vous croyez l'apartheid? Vous croyez que après ça, là, les mêmes choses, d'où ça vient là? Ils vont changer. Ils vont dire on vous embrasse et c'est fini maintenant. Hein? Ça serait peut-être pire. Avec le nucléaire, avec le sida, avec l'Ebola, avec mais ça sera peut-être pire. Hein? Il est temps de se réveiller, de décider et de tourner le dos à l'Europe. Ils ne pourront jamais aider. C'est une faute énorme de croire que l'Europe, la France, les États-Unis, ces pays esclavagistes vont aider l'Afrique. C'est impossible. Impossible. Ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, aider généreusement le développement de l'Afrique noire. Jamais, impossible. Ils ne l'ont pas fait pendant 6 siècles, ils ne vont pas le faire pendant 50 ans. Ils ne le feront jamais. Ils vendent les armes aujourd'hui. Est-ce que ça nous tend vers le changement? Même les enfants des présidents vendent les armes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse même. L'enfant de Mitterrand a vendu les armes en Angola. Donc, on ne lui a rien dit à l'époque. Et vous croyez que c'est ça le changement? Bon, on prend le diamant. Qu'est-ce qui se passe aux Zaïre où tous ces les outils ou tout qui se battent? Hein? On cherche le diamant. On cherche le pétrole au Congo. On cherche tout. Mais vous croyez que la tendance va finir? Mais quand on vous prend l'uranium au Niger, quand c'est fini, on dit bye bye. Ouais. Mais ça ne va pas changer. Il ne faut pas croire que l'Europe, ce n'est pas du racisme, c'est la vraie vérité. Eux le disent. Moi, j'aurais été blanc européen, que je n'aurais pas travaillé pour l'Afrique. Pourquoi? Pour que vous voulez leur demander qu'ils le fassent. Hein? Donc, les Européens, de façon générale, ils n'aideront jamais, au grand jamais, je signe et persiste, l'Afrique noire. Jamais. Et c'est une illusion des Africains de croire que ces gens-là, l'Europe va les aider. C'est impossible. Ce n'est même pas dans leur philosophie ou leur vision. Ils n'y pensent même pas, à part les bons mots pour berner les Africains naïfs qui y croient. Nous, c'est la Renaissance, c'est tout. Si on reprend tous ces paramètres négatifs que vous venez d'énumérer, est-ce que vous pensez qu'une véritable renaissance de l'Afrique est possible? Oui, en fait, ce n'est pas réellement des paramètres négatifs, hein. C'est des paramètres réels. C'est ça la réalité aujourd'hui. Bon, maintenant, l'Afrique, c'est quoi? Tu vois, aujourd'hui, les Américains croient que l'Afrique équatoriale, forestière, cette Afrique-là sera le poumon de l'humanité. Demain, à cause de la pollution partout. Donc la forêt équatoriale africaine va sauver encore l'humanité. Et les Américains veulent investir beaucoup d'argent pour préserver ces forêts, pour etc. etc. Bon, voilà. Donc l'Afrique est riche. Le diamant du monde, les émeraudes, toutes ces choses-là, hein, l'uranium, tout ça, le continent africain est la réserve mondiale. En or, hein, en pétrole, en tout ce que vous voulez. L'Angola, on se bat en Angola pas pour rien.
c'est des Koweït. Au Congo, c'est pareil. Au Gabon, c'est pareil. Le Nigeria, c'est le pétrole. Dans le Sahara, le désert, il y a du pétrole partout. Donc, on a le pétrole partout. Tu vois. On a des mines de diamants. On est fournisseur de ces biens-là. Bon, sans compter que nous avons des savanes, on a des Sahel, on a des forêts, on a des pâturages, on a des cours d'eau immenses, puissants, les plus puissants du monde. On peut faire des barrages. Un seul barrage peut électrifier toute l'Afrique noire, le barrage d'Inga au Zaïre. On a des barrages, des possibilités d'avoir l'électricité presque gratuite et partout. Et vous, l'énergie solaire, n'en parlons pas, le soleil est où? Si nous sommes bien noirs, c'est bien une cause naturelle. Et le soleil ne peut pas manquer dans cette explication. Donc nous sommes les fils du soleil. Le soleil est là, nous sommes les fils et les filles du soleil. Le soleil est là avec nous. Nous avons des lacs immenses, nous avons des poissons, poissons d'eau douce, poissons de mer. Même le requin blanc, il est avec nous encore. Partout, on a des océans atlantiques, on a une bonne partie de l'océan, de la mer Méditerranée, l'océan Indien, même s'il y a les sous-marins atomiques, etc. Dans ces mers-là, il y a des marins, soit atomiques des pays étrangers, etc. Bon, on a les océans, on a des cours d'eau, on a des lacs, on a la forêt, on a des mines, on a une grande population qu'on a méprisée pendant longtemps, mais qui est vie qui est créatrice, qui donne aujourd'hui le goût de vivre à l'humanité. C'est la musique de hip-hop noir américain, qui fait que la jeunesse du monde vibre aujourd'hui. Quelle musique, quelle danse. C'est la jeunesse du monde entier, depuis la Chine, de Kamtchatka jusqu'au Brésil. Quelle est la musique qui fait vivre, qui fait danser, qui fait gesticuler, qui fait espérer la jeunesse du monde entier? Aujourd'hui, c'est quelle musique? Supprimez tous les noirs à vos Jeux d'Europe ou d'Afrique ou les Jeux olympiques, les Jeux deviennent absolument ternes et insignifiants. Il n'y a plus de beaux coureurs, il n'y a plus de beaux marathons, il n'y a plus de beaux lanceurs de disques, il n'y a plus de beaux sauts en hauteur. Que ce soit la Grande-Bretagne qui gagne, c'est un noir. Que ce soit la France qui gagne, c'est un noir. Que ce soit les États-Unis qui gagnent, c'est un noir. Même le patinage. Mais le basketball, ils sont super champions. C'est le Jordan, c'est le Sheikh O'Neal, c'est les Kobe Bryant, c'est des super. Les super, ce qu'on appelle super. La musique, n'en parlons pas. C'est la créativité en permanence. Et la beauté du corps féminin. Cette beauté ne peut être que noire. Parce qu'ils font le racisme, c'est tout. C'est tout. Sinon, toutes les Miss seraient même du tiers-monde. Ça serait des Indes, des Indiens ou des Africains. Ils suppriment, mais quand ils donnent de temps en temps, ils sont parfois obligés. Mais autrement, la créativité, ceux qui inventaient le jazz, les musiques. Donc, vous avez de quoi vous faire pour votre sécurité. Il faut faire l'Afrique, parce que l'Afrique sera la sécurité des Noirs en Europe, la sécurité des Noirs aux Antilles, dans les Caraïbes, la sécurité des Noirs dans les Amériques. Parce qu'ils auront moins quelque part. Et nous, les Africains aussi qui habitent là-bas, doivent changer. Cette Afrique n'appartient pas aux Camerounais, aux Sénégalais, aux Gaulois qui habitent là-bas. Elle appartient à tout Noir. Ils doivent avoir des passeports. Ils doivent avoir gratuitement le pays là où ils veulent aller. Mais Steve Wonder, il est au Ghana. Il habite le Ghana, il a construit au Ghana. Il va de temps en temps aux États-Unis chanter, avoir un peu de revenus. Il habite le Ghana. Il a fait un choix. Il est chez lui. Il n'a pas moins de droits que les Ashantis qui habitent là depuis des siècles. Il a les mêmes droits exactement, les mêmes propriétés. Il achète sa terre, il bâtit sa maison, il vit, il fait ce qu'il veut, comme n'importe qui. Il est citoyen américain, bon, il va là-bas, mais il revient. Il n'y a pas de visa pour lui. Il rentre chez lui au Ghana, il a le passeport ghanéen. C'est comme ça qu'on doit faire. Parce que les Noirs aussi sont riches aux États-Unis. Les Noirs aussi sont riches en Afrique. Il y a l'argent, il y a des milliardaires. Alors, mais tout ça, en fait, rien ne nous manque. L'intelligence ne manque pas,
les matières premières ne manquent pas, la créativité ne manque pas. Hein. C'est souvent la vision. La vision. Avoir une vision, quand même, il y a la tragédie qui peut arriver. Il faut se protéger au plus vite. Tu vois. Et sinon, nous encore, on mange, on boit, on danse, on dit oh, on verra bien. Mais les choses qui nous sont déjà arrivées montrent que ce n'est pas sérieux et qu'on doit se protéger pour les générations futures. Puisqu'on a tout fait, une fois qu'on fait, mais tu ne peux pas faire l'Afrique aussi pour toi tout seul. On va collaborer avec les Asiatiques, hein, les Japonais, les Chinois, les Coréens, tous ces gens-là, les Indiens. On va faire avec les Russes, on va travailler avec eux, on va travailler avec les Européens. D'ailleurs, l'Europe, ils vont tous s'unir un jour. Ça sera depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural, hein, un jour. Et puis, un jour, ils peuvent avoir aussi les États-Unis et l'outre-Atlantique. Avec l'Europe, nous, on va faire quoi? Et des petits pays-là, ils vont faire quoi? Tu vois, il y a même la géopolitique, il faut savoir lire la géostratégie. La géopolitique aujourd'hui, l'Europe, voyez-vous, mais c'est les plus... Mais faire l'Europe, c'est même un cauchemar. Ils se sont battus pendant des siècles. Récemment encore, on sort de la première, deuxième guerre mondiale. Ils ne s'aiment pas. Les Français n'aiment pas les Anglais. Les Anglais n'aiment pas les Français. Les Français n'aiment pas les Allemands. Même aujourd'hui, ils n'aiment pas. Hein? Quand vous avez la syphilis en Italie, comme on dit le mal français. Et quand vous avez la syphilis en France, la maladie vénérienne, comme on dit c'est le mal italien. Voyez-vous, ils ne s'aiment pas. Mais ils surmontent leurs mésententes, leurs querelles, leurs problèmes. Disent si nous ne faisons pas ça, et devant la puissance du dollar, on est perdu. On ne pourra pas se développer. Aujourd'hui, l'euro bat le dollar. Ou soit équivalent. Tu vois? Et donc, ce qui signifie que les Américains, ils n'ont plus seulement ce monopole. Ils vendent presque à perte. Ou ils achètent à perte. Et des choses de ce genre-là. C'est ça le développement. Chacun y fait. Ils sont tous parents ou cousins. Ils viennent d'ici, ces blancs américains. Ils sont tous cousins ou parents. Mais ils font pour eux. Ils habitent là-bas. Ils font pour eux. Les Chinois font pour eux, les Africains. Donc quand nous ferons l'Afrique pour nous, hein, mais nous ferons aussi en même temps pour l'humanité. On leur donnera ce qu'on peut donner, contribuer comme on peut donner. Mais au moins, il faut... mais ce qui nous empêche aussi dans toutes ces choses-là, c'est le discours tenu par l'Europe, colonisatrice, esclavagiste, pendant plusieurs siècles. C'est une chape sur nos têtes. Tu vois, le discours, ce que on appelle le discours eurocentriste et raciste, le discours africaniste. Hein? Mais il nous a décrits comme des êtres indignes de Dieu, indignes de la vie, indignes de l'humanité. Nous sommes en dehors de l'humanité, en marge de l'humanité, dans l'enfantillage. On n'a pas une pensée rationnelle, on a une pensée prélogique. On n'a que des choses de charognard, des odeurs, des sueurs, des odeurs et des pourritures, tout ce qui est la charogne. C'est comme ça qu'on nous a décrit. Les Vénus d'Otranto, même les Cuvier, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont fait soi-disant, parce que c'était des sexistes à l'époque, les Cuvier. Hein? Voyez-vous que on a cette littérature-là du nègre, des batois-là et de toutes ces choses-là. Moi, une martiniquaise de cette littérature-là, de Maricipéa ou je ne sais pas, ces femmes-là, cette littérature de négritude, de ce que tu n'es pas heureux dans ta peau noire, la peau d'ébène. C'est compliqué, c'est ça. On ne prend pas distance que je suis noir, ce n'est ni mauvais ni bien, je suis blanc, c'est ni mauvais ni bien, c'est un fait de la nature. Le problème d'être fier de soi et de faire son truc. Mais nous, ce discours, c'est long aussi. Hein. C'est quand même plusieurs siècles. Donc, pour s'en échapper, c'est compliqué. C'est ça l'aliénation profonde, la dépossession. L'homme noir est dépossédé. Il ne se possède pas lui-même. Le jour où l'homme noir
va entrer en possession de lui-même, de tous ses moyens, ça sera un génie. Quand il rentre en possession de ses moyens, comme pour courir les 100 mètres, vous voyez bien que c'est un génie, non? Quand il rentre en possession de lui-même pour faire la boxe, vous voyez que c'est un génie, non? Quand il rentre en possession de lui-même pour faire la musique, hein, les zouks chez vous, ou les kassa, vous voyez que c'est des génies, non? Quand le noir rentre en possession de lui-même, il est créateur. Mais c'est quand il se dégonfle, hein, qu'il ne fait rien du tout, qu'il imite, qu'il devient singe, plus ou moins éduqué, tu vois. Et c'est ça le malheur. Mais quand il est en possession de lui-même, le Cheikh Anta Diop était en possession de lui-même. Voilà pourquoi il a fait la rupture avec le discours africaniste. Il a rompu. Un jeune garçon de 23 ans, venant d'une famille illettrée, ne savant ni lire ni écrire le français ou le truc comme ça là. Il vient en France, il lit les bouquins, il ne se retrouve pas. C'est l'aliénation. Et quand tout le monde chantait l'existentialisme de Jean-Paul Sartre ou d'Albert Camus ou de la négritude de Senghor, éduqué par soi-disant les Léo Frobenius, avec des amites partout dans l'univers. Il a dit non. Non, on ne peut pas faire comme ça. Hein? Il a dit non. C'est la falsification de l'histoire. On ne peut pas vivre dans la falsification. Il a rompu. Alors, nous qui venons, oui, Cheikh, on n'est pas d'accord. Les savants ne sont... Mais quels savants? Les savants ne sont pas d'accord avec Cheikh Anta Diop. Les spécialistes, quels spécialistes? Il y a eu l'affrontement au Caire, finalement. Vous n'avez pas lu le truc du Caire? Alors, il y a eu le Caire à parler, non? Cheikh n'était pas... Mais comme Cheikh a gagné au Caire, bon, on dit qu'il est afrocentriste maintenant. Et ça veut dire quoi? Ça dit qu'ils sont eurocentristes contre nous et nous faisons aussi un racisme à rebours contre les Européens. Mais nous, les gens qui aiment le plus les hommes sur Terre, ce sont les Noirs. Nous aimons les Blancs, nous aimons les Jaunes, nous aimons tout le monde. Nous, on aime trop même. Oui, et on s'aime très peu soi-même, mais on aime tous les autres. On leur donne l'hospitalité, on leur donne tout ce qu'ils veulent. Donc, pour un peu résumer ce que vous dites, si on veut que le noir puisse reprendre possession de lui-même, il doit passer par la propre connaissance de son histoire. Alors, exactement, exactement. Il doit récupérer sa mémoire. Parce que partout on attend le devoir de mémoire, hein, le devoir de mémoire. Mais il faut avoir avec ça. La mémoire, c'est comme... écoutez, il ne faut pas me demander à moi de dire le nom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents. C'est vous qui devez me le dire. Mais dans notre cas, vous demandez à un autre qui n'est pas de votre famille de vous dire votre mémoire, vos ancêtres, votre histoire, votre biographie existentielle et existentielle. C'est ça l'erreur que nous... C'est ça l'histoire. Moi, c'est pas à moi de dire ton père est ceci. Mais ne me demande pas, tu connais mieux que moi. Comment veux-tu me demander? Parce que je suis plus âgé ou je connais plus... Non, c'est des histoires tout ça. Donc il faut que les Africains récupèrent... Mais Marcus Garvey l'a dit. Il ne croit pas qu'un seul blanc puisse écrire l'histoire des Noirs avec quelques sympathies. Même la simple sympathie. Ils ne pourront pas. Mais pourquoi vous lisez le jour... Mais il faut faire cette révolution. Ne plus acheter leurs bouquins d'histoire sur nous. Parce que c'est nous qui achetons. Les Blancs eux-mêmes n'achètent pas ces livres. Tu as cru que les Blancs ils vont acheter des livres sur Joséphine Baker? Pour faire quoi? Dans leur bibliothèque. Ils achètent autre chose. Ils n'achètent pas vos histoires-là. Sauf quelques africanistes. Mais le gros des Blancs ne vit pas dans cette littérature. C'est quelques gens qui servent de pions. C'est tout. Donc au fond, il faut que les Noirs ne demandent pas à un autre, dis-moi qui était mon ancêtre. Essaie de le trouver toi-même avec tes erreurs. Les Chinois ne demandent pas aux Japonais de dire l'histoire de la Chine. Les Indiens ne demandent pas aux Pakistanais de leur dire leur histoire, encore qu'ils soient en conflit. Les Français ne demandent pas aux Allemands d'écrire des livres d'histoire de la France pour les enseigner à l'école française. Les Allemands ne demandent pas aux savants français d'écrire l'histoire de l'Allemagne.
les Anglais n'attendent pas les savants hollandais ou les savants belges ou les savants français d'écrire la littérature anglaise et de l'enseigner à l'école en Angleterre. Hein? Et pourtant, on enseigne ça en France. Et pourtant, il y a des professeurs qui ont les doctorats dans la littérature anglaise. Mais ils enseignent en France, ils vont faire des conférences, mais on n'attend pas d'eux l'essentiel en Angleterre. Mais or, nous attendons tout, absolument tout des étrangers. Et je te querelle, toi, parce que sur ce que quelqu'un a écrit. Hein? Je te querelle. J'ai dit oui, mais tu as lu Dupont a écrit ceci. Hein? Oui, tu as dit oui, la Vallée aussi a écrit ceci. Et nous querellons à cause de 2 écrits par des étrangers sur notre histoire à nous deux. Alors que tu as la même formation exactement, sinon plus. En plus de cela, tu as la sympathie. Mais enfin, mais comment peut être aussi enfant? Il faut être adulte. C'était nécessaire. On ne savait pas. Maintenant, on va à l'école. On fait l'histoire comme tout le monde. Et on peut écrire son histoire. Et puis, que les autres là, de toute façon, il ne faut pas être impressionné. Il faut cesser d'être, même si on lit les livres, hein, même, bon, coupons la poire en deux, lisons leurs bouquins, tout sur l'Afrique, d'accord. Mais il faut peut-être impressionné. Tout est faux dedans, d'un bout à l'autre. Il n'y a aucune seule vérité dans aucun livre d'aucun africaniste. Aucun. Hein? Il faut dire les choses comme ça. Après, tu choisis, tu dis non. Peut-être Marcel Griol, c'est tout. C'est le seul. Et oui, le reste c'est zéro. Dans le monde anglo-saxon, français, francophone, allemand, tout, zéro. Il n'y a que Marcel Griol qui a écrit sur les Dogons. Et puis les Dogons l'ont enterré. Ils ont senti que ce garçon les connaissait. Mais les autres, aucune tribu n'a voulu enterrer un Toubab là-bas. Sauf Marcel Griol. On lui a fait les funérailles Dogon national, c'est tout. C'est un indice. Tu vois? Mais le reste, c'est zéro. Donc, les livres là, bon, je ne veux pas les nommer, vous les connaissez. Mais lisez parce qu'ils sont au programme. Achetez parce que c'est l'environnement. Mais je vous garantis qu'il n'y a aucune parcelle de vérité dedans. Tous les livres africanistes écrits par des africanistes français, italiens, portugais, espagnols, anglais, c'est faux d'un bout à l'autre. C'est du mensonge. Ce sont des crétois, c'est-à-dire des menteurs qui savent qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. C'est ça un crétois. Ils sont tous crétois. Ils mentent. C'est moi quelqu'un qui dit que voilà, mais sur l'Égypte, le cas est bien précis. Sur l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, qui était africaine et nègre. Cette Égypte n'est même pas en Afrique. Elle est méditerranéenne, elle est au Proche-Orient. C'est des choses qui valent même pas un sou. Et qu'ils étaient bruns, les femmes étaient jaunes, et les autres étaient en rouge, et que n'importe quoi. Même quand l'ADN dit ceci, même quand la biologie moléculaire dit ceci, même quand les témoignages anciens disent ceci. Et voilà. Mais c'est faux, mais c'est la falsification de l'histoire. Moi, je ne sais pas pourquoi on lirait leurs bouquins. Il faut le dire clairement, il n'y a aucune vérité dans les livres écrits par les Européens, par les Blancs, sur l'Afrique noire, sur les langues, les civilisations africaines. Ils inventent des familles camito-sémitiques, ça se trouve où? Des familles amito-sémitiques ou afro-asiatiques, ça se trouve, c'est du mensonge. Tout est comme ça, et nous, on croit qu'ils disent la vérité. Non, c'est fini l'esclavage. C'est fini. Il ne faut pas avoir peur. Ils vont vous respecter. Un type qui n'est pas confiant en lui-même, comment voulez-vous que je le respecte? Mais comment veux-tu dire? Mais il flanche, il dit, oh, non, on ne peut pas respecter. On respecte un type qui est là, hein, une femme qui est là devant vous, avec son opinion, avec ses idées, capable de les défendre. Un jeune homme qui est là, avec ses idées, ce n'est pas l'arrogance, c'est eux qui sont arrogants. Nous ne sommes pas arrogants, mais nous, c'est la vérité qu'on recherche. C'est comme ça qu'il faut, ils vont vous respecter, ils vont vous appeler au dialogue, ils disent qu'on s'est trompé, etc. Mais nous ne voulons même pas les... non, cette situation doit changer. La génération là ne doit plus vivre comme ça. Il faut que la génération actuelle change ça. Hein, c'est fini. On a eu mais on a fait trop de compromis, ça nous a conduit. Mais ils vous utilisent quand vous êtes jeune, vigoureux. Une fois que vous êtes vieux, ils vous abandonnent.
Parlons clairement et simplement. Vous voyez le cas de Senghor, non? Senghor a tout donné à la France. Il a donné l'Europe à la France, c'est l'aliénation. Mais quand il est mort, c'est encore les Africains qui ont célébré Senghor. Les autres, non. Les autres, non, ils n'ont pas fait cas de Senghor, qui était un génie en poésie et qui était dans leurs institutions les plus prestigieuses. On ne lui a pas fait cas de Senghor. Alors, à quoi bon de faire des compromis dans ce cas? À quoi bon de leur plaire? Ils ne vous le rendront jamais. Il faut être soi, comme ça, on discute d'égalité à égalité. Les Français, les Allemands discutent d'égalité à égalité. Les Européens et les Américains discutent d'égalité à égalité. Les Chinois discutent avec les Américains d'égalité à égalité. Il ne faut pas discuter d'infériorité à supérieur. Ça, c'est... Non. Il faut discuter d'égalité à égalité. Et l'Afrique et le monde serait... On va contribuer à la paix parce qu'il n'y aura plus de racisme, il y aura le respect des uns des autres. Et c'est ça la paix du monde. Et puis on fera une étape, pas la peine de nous tuer, pas la peine de nous canarder tous les jours. Vivons la vie, l'environnement, la beauté de la nature, la beauté de nos corps, masculin, féminin, la jouissance, le bien-être, la conquête de l'espace, etc., le bonheur, bon, la littérature de l'imagination, les échanges culturels, créer de nouvelles danses. C'est ça qu'on devrait faire. Donc nous, on veut qu'ils nous laissent là, mais qu'ils cessent donc d'aliéner notre peuple. On voit que c'est criminel. Hein? Le tiers-monde. Mais voilà les expressions. Est-ce que c'est bon ça? Hein? Le tiers-monde. Bon, après le tiers-monde, le quart-monde, je ne sais pas comment ils appellent ça. Bon, mais enfin, mais vous voyez que cette littérature est saine. Hein? Les pays en voie de développement, les pays sous-développés, les pays en équipement, les pays sous-développés, mais toute une littérature. Mais vous croyez que... Faites la psychanalyse de cette littérature. Lisez cette littérature. Est-ce qu'elle est bien, est bonne pour nous? Est-ce que cette littérature est bonne pour nous? C'est vous nous découragez de plus en plus. Hein? Et nous enfoncer dans la dépossession de nous-mêmes, dans l'abandon. Mais aux États-Unis développent des concepts de résistance. Résister, le mot d'ordre. Résistons, jusqu'à ce qu'il y ait... Et c'est les femmes qui font ce mouvement, des poètes noirs américains. Un mouvement de résistance psychologique. Voyez-vous? Pour reprendre un des pères fondateurs de l'historiographie africaine, Cheikh Anta Diop, quel pilier a-t-il posé pour la renaissance africaine? Peut-être que cette question se présente un peu de la manière suivante. C'est-à-dire que l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire, c'est en fait deux choses réellement. L'histoire, c'est deux choses. C'est premièrement la connaissance du passé. Qu'est-ce qui est ce qu'on appelle la mémoire? Comment ça s'est passé, comment on a été fait coloniser, comment on a été fait esclave, quels étaient les rapports entre les humains à l'époque, comment on a survécu. Enfin, on explique le passé. Ça, c'est l'histoire. Et vous l'expliquez à votre manière, selon les causes, etc., selon les méthodes. Mais l'histoire aussi, fondamentalement, l'histoire, c'est la vision du futur. On ne peut pas faire l'histoire juste pour se voir, regarder le passé sans regarder seulement comme ça. On est plutôt comme ça. Nous marchons plutôt devant que derrière. Si je regarde derrière pour dire, oh merci, c'était comme ça, fais attention. Ne va plus comme ça, parce que c'était comme ça, va comme ça. Ça t'oriente donc. Là, l'histoire est l'étude de l'orientation dans le présent vers le futur, en fonction du passé. C'est ça. Donc, si on étudie l'histoire de l'Afrique, et Cheikh Anta Diop, en étudiant ça, a dit ben, le futur pour nous doit être solidaire, doit être panafricain, doit être collectif. Et on peut renaître encore. C'est comme la renaissance, rebirth. On peut renaître encore, revenir à la vie. Mais en développant nos arts, nos langues, nos institutions qui nous conviennent,
etc., pour améliorer nos vies collectives, nos conditions de vie. On a les ressources qu'il faut. Tu vois, les matières premières sont là. On a l'intelligence, on a la créativité. On peut trouver des financements dans le monde, faire des prêts, faire des emprunts. On peut faire beaucoup de choses et développer nous-mêmes nos programmes pour nous-mêmes et pour l'humanité. C'est ça la Renaissance africaine. Mais pourquoi il a trouvé que c'était la solution du futur? Mais parce que quand on voit le passé, quand on voit le présent, bon, un petit pays tout seul, africain, qu'est-ce qu'il peut faire? Déjà pour payer l'université, les hôpitaux, les fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires, etc. C'est difficile. Tu vois? Pour faire des grandes choses, c'est difficile. Pour s'adapter même à la modernité, c'est difficile. On voit bien que le sida, on n'arrive pas à payer les médicaments, de la thérapie, de la trithérapie qui coûte extrêmement cher. Tu vois? Donc, au fond, il faut mettre les moyens en commun. Les moyens politiques, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens matériels, et faire un programme et se dévouer pour son peuple. Tu vois? L'Europe prend le pouvoir pas pour construire, c'est pour jouir du pouvoir. Hein? Pour jouir du pouvoir. Tu vois? Pour bénéficier des avantages du pouvoir politique. Tu vois? Pour jouir de l'autorité d'État. Voilà pourquoi on fait autrement, quels sont les programmes? On voit bien que pendant les campagnes, les gens disent plus de choses qu'ils ne font en réalité à la fin. Donc au fond, mais nous, si on prend le pouvoir en Afrique, est-ce que c'est pour le narcissisme? Est-ce que c'est pour l'égoïsme? Est-ce que c'est pour la grandeur de soi? Est-ce que nous... C'est ça le problème. En Europe, on prend le pouvoir pour son orgueil à soi, pour laisser soi-disant un nom dans l'histoire, pour la grandeur personnelle, pour l'orgueil personnel, pour la jouissance du pouvoir. Et nous, cette maladie nous est commune en Afrique maintenant. On prend aussi le pouvoir, on reste longtemps au pouvoir, sans trop savoir pourquoi, mais pour jouir, avoir des petits avantages. Or, autrefois, dans l'Égypte pharaonique, dans l'Afrique noire précoloniale, le pouvoir était pour accomplir des missions, notamment dans l'Égypte antique. C'était pour accomplir la maths, la vérité, la justice, le bonheur du peuple. Le pharaon avait des greniers nationaux pour nourrir le peuple en cas de famine, etc. Donc, au fond, la Renaissance requiert un autre leadership, un leadership qui soit plus voué à la cause africaine.